quand on a reconstruit des États entiers qui ont été dévastés par les guerres, il y avait autre chose que la concurrence comme motivation. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme. S'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer. Dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. À travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Aurélien Bernier pour parler gouvernance, commerce et relations internationales. Aurélien est essayiste, contributeur au journal Le Monde diplomatique, spécialiste des questions d'écologie et des relations Nord-Sud. Fin 2016, il a publié La démondialisation ou le chaos, un essai dans lequel il explique pourquoi il est nécessaire de démondialiser, décroître et coopérer. Dans cet épisode, Aurélien nous décrit comment il en est arrivé à penser ce programme radical, quelles sont les ruptures qui d'après lui s'imposent et sur quels nouveaux piliers il faudrait rebâtir les échanges internationaux. Étant proche de la gauche radicale, il évoque également comment, malgré l'inertie des partis politiques, ces idées pourraient bientôt émerger. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Aurélien. Bonjour. Avant de parler de tes idées politiques, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours. Comment es-tu venu en fait à t'intéresser aux questions politiques ? Alors, oui, moi, je suis venu à la politique sur le tard. Je suis rentré dans la sphère militante associative à l'époque de l'émergence du mouvement altermondialiste, à la fin des années 90. Et donc, je suis rentré dans l'association Attac, qui était en plein boom à l'époque. Ayant une sensibilité et des activités professionnelles en lien avec l'environnement, j'ai commencé par travailler sur les questions environnementales et agricolo-environnementales, notamment comme militant anti-OGM. Mais je me suis investi dans ce qu'on peut appeler l'altermondialisme en général et l'écologie en particulier. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ces questions avec un premier livre qui est sorti à l'époque, publié par Attac sur les OGM. Et le premier livre que j'ai signé en mon nom, c'est un travail que j'ai fait sur le marché du carbone, qui est un livre qui s'appelle Le climat otage de la finance, qui est sorti en 2008, il y a 10 ans déjà. Et en fait, dans mon métier consacré à l'environnement et à l'énergie, est apparu ce marché du carbone qui a été décidé à la fin des années 90 dans les négociations sur le changement climatique, au moment du protocole de Kyoto. Et ça m'est apparu comme une étape supplémentaire vers la financiarisation de la société et quelque chose de tellement caricatural, ce principe de droit à polluer, que j'ai fait des recherches dessus, j'ai écrit un livre et il a été publié. Et ça a plutôt bien marché pour un premier livre sur un sujet à la fois très écolo et qui touche aussi à ce que dénonçait Attac et le mouvement altermondialiste, l'emprise de la finance. Mais ce qui était un sujet quand même assez précis et qui derrière m'a amené à réfléchir, à travailler sur des choses un peu plus larges,
parce que quand on s'intéresse, quand on travaille sur un sujet comme le marché du carbone, forcément, on parle des relations internationales, des négociations autour de ce marché des gaz à effet de serre, mais plus globalement des négociations environnementales. Avec une situation qui, depuis des années, est totalement bloquée et qui est dans une impasse parce que ces négociations sont soumises à la chape de plomb des relations internationales et notamment des relations économiques entre États, de ce libre-échange qui finalement dirige le monde, le libre-échange qui est vraiment la colonne vertébrale de la mondialisation néolibérale. Et donc, quand on travaille sur un sujet comme ça, enfin en tout cas moi, en travaillant sur ce sujet, ça m'a évidemment donné de la matière et de l'envie d'aller plus loin dans la réflexion. Et j'ai poursuivi justement avec ce livre suivant. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais le livre que vous avez mentionné, Comment la mondialisation a tué l'écologie, qui, toujours en traitant d'écologie, a une approche beaucoup plus large et vise justement à montrer pourquoi les questions environnementales sont bloquées et pourquoi finalement c'est la loi du libre-échange et de la mondialisation qui verrouille ces questions environnementales et donc pourquoi on est dans une impasse. C'est parce que le libre-échange est le cadre indépassable et donc si l'écologie doit s'inscrire dans ce cadre indépassable, forcément elle n'a qu'un impact à la marge. C'est ça ce que tu veux dire? Exactement. Ouais, et dans ce bouquin, je montrais, je faisais un travail historique, j'ai fait pas mal de recherches, trouvé pas mal d'archives, que quasiment personne connaissait ou que ceux qui connaissaient avaient oublié. Mais en fait, je retrace l'histoire de l'écologie politique, mais en la mettant en parallèle avec l'histoire de la mondialisation, et je montre comment, en fait, les négociations sur l'environnement, qui démarrent à la fin des années 60, sont, dès le départ, totalement verrouillées, parce que le principe de base qui est posé dans ces négociations, c'est qu'on ne doit pas toucher à l'ordre économique, productiviste et libre-échangiste. Avec un libre-échange, alors un productivisme qui bat son plein, fin des années 60, début des années 70, donc même avant la crise pétrolière, où, là on est vraiment sur la fin, mais en plein dans les 30 glorieuses. Le productivisme absolu et le libre-échange qui s'installe. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 60, on a vraiment un déploiement de firmes multinationales à l'échelle de la planète. Alors ça se fait évidemment pas du jour au lendemain, mais les premières firmes multinationales, qui sont des firmes américaines, commencent à délocaliser d'abord dans des pays proches des États-Unis, et puis de plus en plus vont s'internationaliser. Et donc ce libre-échange se met en place, et il n'est pas question que les négociations sur l'environnement viennent compromettre cette stratégie du libre-échange. Et donc, je fais une analyse historique et qui aboutit à la situation qu'on connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États se réunissent tous les 4 matins pour parler d'environnement. Ces négociations se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes revendications de pays du Sud, qui sont les premières victimes des crises écologiques. On a toujours le même discours des pays occidentaux qui est oui, il faut préserver l'environnement, mais on ne touche pas à l'ordre économique international. Et puis de négociation en négociation, on aboutit au même discours, les mêmes déclarations, qui sont totalement insipides.
Et puis bon, quand on étudie ces questions-là, forcément on se confronte à un moment donné aux questions européennes. Alors bon, dans le discours, dans le milieu écologiste, l'Europe, ça a une valeur sentimentale très particulière parce que il y a un discours un peu basique qui consiste à dire que à partir du moment où on dépasse l'échelle égoïste de la nation et où on crée du supranational, eh bien, on va pouvoir mieux gérer la question environnementale, qui est une question évidemment planétaire. Et on s'aperçoit que l'Union européenne, au lieu d'être un espace qui permettrait de construire des politiques progressistes au niveau environnemental, est au contraire une façon de bloquer toute velléité de rompre avec le productivisme. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit sur l'Union européenne pour essayer de démonter un peu cette idée que le dépassement de l'État par la construction européenne était, d'un point de vue écologique, plutôt une bonne chose. Voilà, et puis en traitant ces questions, forcément, ça soulève des questions de politique, un peu plus partisane. La question principale étant, à mon avis, pourquoi aujourd'hui les mouvements, partis politiques, mais aussi syndicats, mais aussi mouvements associatifs de gauche, écolo, progressistes, se trouvent dans l'impasse. Puisque on est dans l'incapacité de prendre le pouvoir pour mettre en place un autre système. Et j'ai essayé d'analyser cette incapacité à prendre le pouvoir. Alors, il y a différentes raisons. Évidemment, on a en face de nous un système qui est extrêmement puissant, et donc c'est une tâche extrêmement difficile de le remettre en cause. Mais il y a aussi des raisons internes au mouvement. On va dire de gauche pour faire simple. Il y a des gens qui considèrent que le terme de gauche plus forcément le même sens qu'à une époque, il faut plus l'utiliser. Bon, moi, je pense qu'on peut tout à fait l'utiliser, le revendiquer, mais à la limite, peu importe, dans ces mouvements de gauche progressistes, on est, à mon avis, face à une impasse, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de véritable modèle alternatif global à opposer à la mondialisation. Et la mondialisation est un système qu'on peut tout à fait critiquer, mais il a une cohérence. Il a une cohérence et une force. Et je pense que si on n'arrive pas à proposer un modèle qui soit aussi cohérent que l'est celui de la mondialisation néolibérale, eh bien, on n'arrivera pas à convaincre une majorité pour changer les choses. Et c'est c'est ce qui m'a amené à faire ce livre, La démondialisation ou le chaos. Et c'est aussi un peu un bilan personnel de ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, quand j'ai écrit sur l'Union européenne, j'ai cherché à montrer que le système européen était tout à fait ultralibéral et tout à fait verrouillé. Quand j'écris sur le libre-échange, je montre que le libre-échange verrouille l'ordre commercial et permet les délocalisations, permet aux entreprises d'aller s'installer dans des pays où on peut polluer et exploiter les salariés quasiment sans limite, que ça permet de faire du chantage aux délocalisations et donc de faire pression sur les salariés ici, sur les syndicats, sur les mouvements sociaux. Mais cette dénonciation, elle est utile. Il y a toujours besoin de l'expliquer ou de le rappeler. Mais je pense qu'il y a une autre étape à franchir qui est d'aller vers un contre-modèle. Et ce contre-modèle, alors c'était aussi un peu l'idée de l'altermondialisme, mais l'altermondialisme qui ne s'est pas confronté à un certain nombre de questions essentielles, notamment comment
arriver à faire sauter le verrou du libre-échange, celui de l'Union européenne. Et même si dans le discours altermondialiste, on a une dimension coopération internationale qui est très forte, je pense malheureusement que l'altermondialisme n'a pas réussi à donner de perspective de relations internationales véritablement différentes. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de poser dans ce livre, La démondialisation ou le chaos, avec 3 piliers, à mon avis, dans cette réflexion. Alors, voilà, réflexion qui va prendre du temps. Je prétends pas avoir fait un livre qui soit un programme et qu'il n'y a absolument rien à y toucher. Mais je pense qu'il y a 3 piliers fondamentaux. La démondialisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rompre avec cet ordre économique et politique international, et ce qui suppose des choix radicaux de rupture. On ne peut plus faire une rupture à moitié. La question de l'internationalisme, mais un internationalisme qu'on ne peut plus penser avec les modes de pensée des années 50 ou 60 quand on parlait d'internationalisme. Il faut pouvoir le repenser à la lumière de la situation actuelle. Et le dernier pilier, qui est celui de la décroissance. Excuse-moi Aurélien, quand tu parles d'internationalisme, ce que tu veux dire, c'est aide aux pays du Sud et on va dire collaboration et émancipation des pays du Sud et non pas collaboration globale entre nations. C'est ça ce qui est derrière internationalisme. Alors, oui, c'est ce qui est mis habituellement derrière le terme internationalisme. Après, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a quasiment rien dit. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces valeurs de coopération, d'amitié entre les peuples, de respect des cultures, des identités, des territoires. Comment on peut mettre en œuvre ces valeurs, qui sont absolument rien de nouveau. La gauche est internationaliste par essence, mais comment est-ce que ça peut se concrétiser dans la situation actuelle? Et là, quand on pose cette question-là, c'est une sacrée paire de manches, parce que l'ordre international est totalement à l'opposé de ça. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de réfléchir ces 3 sujets ensemble. C'est-à-dire de ne pas considérer que pour changer de système politique ou pour changer de système économique, on pouvait faire abstraction des questions environnementales. J'ai pas non plus considéré que pour résoudre les problèmes environnementaux, on pouvait faire abstraction des questions sociales. Et c'est un travail qui mérite d'exister, mais maintenant qui doit être complété. Il y a une mouvance dans la gauche actuelle qui s'empare de ces questions-là. Enfin, des gens que vous avez interviewés, un journal un média comme Le Comptoir, et dans cette recherche d'équilibre, d'articulation entre la rupture avec le capitalisme, la décroissance et l'internationalisme. Un journal comme La Décroissance avec qui j'ai pu travailler, je peux travailler ponctuellement, et aussi axé sur cette réflexion. Donc il y a quelque chose qui se passe. Ok, merci Aurélien. Donc si j'ai bien compris, pour toi, la démondialisation, c'est vachement le fait de reprendre l'initiative au niveau national afin de relancer un nouveau projet politique qui défende non les intérêts des multinationales, les intérêts des actionnaires, mais ceux du peuple et qui protège la planète. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer, d'après toi, les différentes ruptures qui te paraissent absolument nécessaires de mener et pourquoi, d'une certaine façon, tu n'as plus foi dans le fait de réformer le système de l'intérieur
et qu'il faut donc se retirer du système pour pouvoir le changer de l'extérieur. Alors bon, on est toujours plus ou moins à l'intérieur du système, à partir du moment où on envisage de prendre le pouvoir pour changer les systèmes, on part d'une situation où on est dans le système. Mais je pense que l'ordre international, le capitalisme néolibéral est arrivé à un tel stade qu'il ne peut pas y avoir de rupture partielle et qu'il va falloir mener beaucoup de combats de front et dans des délais assez courts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que ça ne peut passer, en tout cas si on veut changer les choses dans des délais relativement courts, que par la prise de pouvoir politique. L'autre option qui permettrait de le faire rapidement, c'est une révolution à la 1789, mais je crains, ou je sais pas s'il faut le craindre, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de signes qui montrent que c'est réaliste. Donc, l'option qui paraît la plus plausible, c'est la prise de pouvoir par un parti, une coalition, un mouvement progressiste de gauche qui aurait un programme politique qui permettrait de rompre avec le capitalisme néolibéral, ce qui déjà pose la question comment arriver au pouvoir, comment gagner les élections. Et c'est pas une question anodine, parce que moi je considère que pour arriver à convaincre une majorité d'opérer une rupture aussi spectaculaire, il y a un véritable travail d'éducation populaire, il y a un travail quasiment de porte-à-porte à mener pour aller chercher les citoyens un par un, parce que je pense je suis pas le seul, on n'est pas les seuls tous les deux à défendre ces idées-là, mais elles sont quand même pas partagées par une majorité, et souvent d'ailleurs parce que il y a un fatalisme qui s'est instauré et que beaucoup de gens, même animés des meilleures intentions, croient plus vraiment qu'on puisse sortir de ce système de concurrence par le politique. Mais pour répondre concrètement, il y a un premier problème qui se pose pour un pays comme la France, si on parle de notre État, c'est l'appartenance à l'Union européenne, avec des politiques européennes antisociales, ultra-productivistes, et le problème particulier que pose l'Union européenne par rapport à d'autres institutions, je pense à l'Organisation mondiale du commerce, c'est que l'Union européenne produit du droit. L'Union européenne, l'adhésion à l'Union européenne se manifeste par un traité, des traités, et on a des centaines de directives et de règlements qui engagent la France, qui s'imposent à la France. Et c'était absolument pas évident, quand on a créé l'Union européenne, à l'époque qui s'appelait pas Union européenne, mais quand on a créé les institutions européennes, il était écrit nulle part que le droit, déjà on aurait un droit de produit qui s'imposerait aux États, et que ce droit serait un droit ultra-libéral. Et donc il y a un problème juridique. C'est-à-dire que si on voulait demain stopper la privatisation des services publics, on est en pleine privatisation du rail par exemple, mais après le rail ce sera le tour de ce qui reste d'EDF. De toute façon on a une logique de privatisation qui est engagée. Cette privatisation est organisée par des directives, la France est tenue de les mettre en application, et le droit oblige à privatiser. Et il oblige parce que on a inscrit dans la Constitution française
le fait, alors on l'a pas écrit tout à fait comme ça, mais ça revient à ça, que le droit européen primait sur les lois qui sortent de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, on ne pourrait pas aujourd'hui échapper à la libéralisation des services publics. On ne pourrait pas relancer la création monétaire. Donc, on a verrouillé juridiquement le capitalisme à l'échelle européenne. Donc, il y a une première chose à faire, c'est de déverrouiller tout ça. Donc déverrouiller tout ça, ça veut dire ne plus reconnaître la primauté du droit communautaire sur le droit national. Bon, moi personnellement, je suis favorable à une sortie de l'Union européenne, considérant que déjà l'Union européenne ne correspond absolument pas à l'idéal de coopération entre les peuples, cette idée d'Europe qu'on pouvait avoir, c'est exactement le contraire. On voit comment l'Union européenne traite les pays du Sud et comment elle a massacré la Grèce notamment. On voit comment elle est pourrie par les lobbies. Donc il faut faire cette distinction entre l'idéal de coopération entre les peuples à une échelle continentale et cette espèce de monstre libéral qui est l'Union européenne. Donc moi je suis favorable à la sortie parce qu'on ne peut plus cautionner le projet politique de l'Union européenne. Ça veut dire aussi qu'il faut penser des relations entre les États après l'Union européenne. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est absolument pas suffisant. Parce que vous avez des gens qui, alors je l'ai peut-être fait à une époque de vraiment focaliser sur cette question européenne parce qu'elle est déterminante. Mais vous avez des gens qui sont un peu monomaniaques et qui donnent parfois l'impression dans leur discours que si on sortait de l'Union européenne, tout pourrait être merveilleux. Non. Si on sortait demain de l'Union européenne, on serait toujours soumis au libre-échange, on serait toujours soumis à la puissance des multinationales, et ça ne nous donnerait absolument pas les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre un projet antiproductiviste et un projet de coopération. Donc il y a une étape qui est peut-être même beaucoup plus compliquée que la rupture institutionnelle, c'est de croiser le fer avec les grandes entreprises privées et d'arriver à reprendre le pouvoir politique sur ces entreprises. Et j'ai reposé une question qui n'est quasiment plus posée aujourd'hui par les mouvements de gauche, ou alors de façon très marginale, qui est celle des nationalisations et de la propriété collective des grands moyens de production, qui aujourd'hui me paraît incontournable pour casser le pouvoir des grandes multinationales. C'était justement la question que j'avais envie de te poser juste après. C'était que, en effet, maintenant, il y a tout un chemin qui a été parcouru et les propositions de rupture avec l'Union européenne, avec l'euro, sont maintenant à la limite du classique, puisque il y avait presque une majorité de partis aux dernières élections présidentielles qui proposaient ce genre de choses, une rupture d'une façon ou d'une autre. Mais concernant les nationalisations, toi, tu vas beaucoup plus loin. Et alors, ça serait peut-être ma première objection, ou en tout cas ma première discussion sur ton ouvrage à propos des nationalisations, puisque tu évoques plusieurs façons de nationaliser, c'est-à-dire des nationalisations soit par indemnisation des actionnaires, soit des nationalisations par carrément expropriation de l'actionnariat. Donc, dans le cas où ces entreprises auraient été responsables de crimes économiques. Et alors, ma question pour toi, ce serait un petit peu la suivante. Donc, même si par le passé, il y a eu des expropriations qui, maintenant, on considère totalement légitimes, comme les biens du clergé saisis pendant la Révolution française pour financer les transformations,
Mais ma question, ce serait, est-ce que tu ne penses pas qu'une telle méthode forte, notamment dans un monde qui est hyper, on va dire, colonisé par l'imaginaire, on va dire, c'est difficile pour les gens de se dire, tiens, on va spolier la propriété d'autres personnes. Donc, est-ce que tu ne penses pas que d'un point de vue électoral, ça renverrait un imaginaire un petit peu de dictature communiste, ce qui n'est pas très populaire? D'un point de vue du rapport de force, étant donné que, alors j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que 40% environ des actionnaires du CAC 40 sont en fait pas des Français. Donc ça aurait tendance, une expropriation, à un peu liguer ensemble un très grand nombre de pays et potentiellement à placer la France dans une position d'isolement diplomatique. Et enfin, en fait, mon troisième point, ce serait, est-ce que tu ne penses pas que grâce à la loi, grâce au droit, qu'on aurait retrouvé, en sortant des institutions juridiques européennes, ça nous permettrait on va dire, d'infléchir, de canaliser, de diriger le comportement des entreprises dans des directions, on va dire, politiques satisfaisantes. Voilà. Donc, oui, que penses-tu? bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses vraies. Alors, je défends pas une nationalisation à la soviétique en 1920, où voilà, on nationalise absolument toutes les activités économiques. Il y a plusieurs façons. Alors, il faut bien voir déjà ce qu'il faut et ce qu'il faut pas forcément nationaliser. Il y a un certain nombre de secteurs qui doivent être placés à l'abri de la concurrence et de la prédation des grandes entreprises. C'est tout ce qui concerne les services publics. Et dans les services publics, voilà, on va retrouver quand même une part très importante de l'économie, avec voilà, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'éducation, l'environnement, avec l'énergie, qui est un sujet absolument fondamental, voilà, qui a été privé au départ, qui a été nationalisé, et pas seulement en France, mais dans la plupart des pays du monde au XXe siècle, et qui aujourd'hui redevient privé. Voilà, tous ces secteurs d'activité ont fondamentalement vocation à être gérés collectivement et donc ont vocation à être récupérés des mains des actionnaires qui les détiennent. Alors après, pour opérer cette récupération, il y a plusieurs méthodes et tout ça dépendra d'un tas de choses. Ça dépendra d'objectifs politiques, ça dépendra du rapport de force. Bon. Le principe, à mon avis, qu'il faut retenir, c'est que il faut indemniser les petits actionnaires, ça paraît tout à fait normal, que avec les grands actionnaires, eh bien, dans certains cas, on va négocier les conditions d'indemnisation. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Si on regarde les nationalisations dans différents pays, alors soit les nationalisations récentes en Amérique du Sud, soit en France après la Seconde Guerre mondiale, bon, bah voilà, on a des négociations, donc les propriétaires demandent des indemnisations très importantes, l'État propose moins, on discute et puis on arrive ou pas à un compromis. Voilà. Mais donc, il y a cette possibilité. Et puis, je pense que pour un certain nombre de grands actionnaires et de grandes entreprises qui sont véritablement coupables d'un certain nombre de crimes économiques, c'est-à-dire, voilà, quand une entreprise comme Total collabore avec la junte en Birmanie, voilà, des faits qui sont avérés, ou voilà, génère des pollutions, des drames sociaux et environnementaux dans des pays du Sud. Les grands actionnaires qui ont fait des bénéfices scandaleux grâce à ces crimes économiques peuvent très bien
être expropriés sans indemnité. Donc c'est pas du tout ou rien, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se travaille. Voilà. Après, il faut démystifier quand même les nationalisations. Ça s'est fait à plein d'époques, ça se refera, et ça me paraît être quelque chose de tout à fait raisonnable de vouloir récupérer dans la propriété collective un certain nombre d'activités. J'ajoute quand même que, puisqu'on détaille un peu ce sujet-là, il faut se sortir de la tête des schémas de nationalisation qui n'en sont pas, et notamment les nationalisations du Parti socialiste au début des années 80, où et c'est ce qu'on nous renvoie souvent. On nous dit bon, regardez les nationalisations de 82. Bon, finalement, ça n'a rien apporté ni aux salariés ni à l'État. Ça a finalement permis à ces entreprises de se redresser pour le plus grand bonheur des actionnaires. Enfin des anciens actionnaires. Et c'est tout à fait vrai. Parce que les nationalisations de 82 sont de fausses nationalisations, c'est-à-dire qu'on a fait de ces entreprises, alors bon, il y a eu des banques, des compagnies d'assurance, des entreprises industrielles qui ont été nationalisées. Effectivement, la propriété des entreprises était publique, mais on a continué avec exactement les mêmes modes de gestion que par le passé. Et ces entreprises ont continué à jouer avec les règles de la concurrence internationale, de la compétitivité. Et donc, on n'a absolument pas changé les modes de production, on n'a pas changé les modes de gestion des entreprises, le fonctionnement, la participation des salariés, des usagers pour ce qui concerne les services publics. Et en fait, voilà, on a un peu ce schéma en tête des nationalisations de 82 pour ce qui nous concerne en France, et qui biaise le débat. Voilà, moi, quand je parle de nationalisation, je pense à des nationalisations avec un contrôle de l'activité, de la stratégie de l'entreprise, de façon à pouvoir mettre en œuvre ce projet politique, qui est un projet politique de rupture avec la mondialisation. Et donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de nationaliser Total pour continuer à exploiter les ressources des pays du Sud dans les conditions actuelles. Il s'agit de nationaliser Total pour faire autre chose avec Total. Et voilà, quand on pose le sujet comme ça ouvre d'autres perspectives, parce que ça ouvre la perspective déjà de changer le fonctionnement de ces entreprises nationalement, mais de changer aussi, puisque là on parle de multinationales avec des firmes comme Total ou même Vinci ou Bouygues, ça veut dire qu'on peut aussi changer le fonctionnement des entreprises à l'étranger et donc commencer à créer des relations différentes avec les pays dans lesquels ces entreprises sont implantées. Et voilà, ça permet aussi de faire le lien avec les deux autres volets que sont la décroissance et la coopération internationale. C'était ma prochaine question, c'était qu'à côté des ruptures que tu proposais, à la fois des institutions, les échanges internationaux, la rupture avec une certaine façon de se comporter avec les multinationales, tu proposes également dans ton livre une autre vision, tu es force de proposition, et ce que tu résumes sous le terme de coopération. Donc ma question, ce serait très concrètement, en quoi la coopération ça consiste, puisque c'est pas un mot qu'on emploie énormément dans le domaine économique, on n'a plus vraiment l'habitude de l'employer. Quels sont les buts de la coopération et quelles sont les différentes stratégies de coopération que tu imagines ?
Alors, c'est vrai que on a oublié ce que c'était que la coopération, parce que on fait exactement l'inverse. Coopérer, voilà, c'est l'idée d'agir ensemble. Donc, on nous présente aujourd'hui comme étant des projets de coopération, en fait, des projets qui relèvent ni plus ni moins de néocolonialisme économique. C'est-à-dire que quand on attribue ce qu'on appelle des aides au développement, alors qui n'ont rien d'aide et qui vont être attribués aux pays du Sud, c'est en contrepartie de marchés pour les multinationales occidentales, parce qu'évidemment il n'y a pas que la France qui agit de cette manière. Et aujourd'hui, on est sur une logique de pillage des ressources des pays du Sud ou de conquête de nouveaux marchés. Voilà, si on reprend l'exemple de l'énergie, quand des énergéticiens français vont s'implanter en Afrique, c'est pour mettre la main sur des ressources ou pour conquérir des marchés qui commencent à émerger, d'électrification, de centrales thermiques ou de barrages, etc. Donc on n'est véritablement pas dans de la coopération, et le cadre de la concurrence internationale fait qu'il n'y a pas de coopération possible à grande échelle. Donc la coopération dans le domaine énergétique, ce serait par exemple former localement les populations à mettre en place les systèmes énergétiques dont elles ont besoin, et ces populations feraient quelque chose en échange pour nous. Comme ça, il y aurait cette notion de faire ensemble, c'est ça? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a la coopération commerciale, la coopération non commerciale. Effectivement, dans le domaine économique, à partir du moment où on n'est plus soumis à la concurrence internationale et à des objectifs de rentabilité à court terme, on peut imaginer une économie réellement collaborative où, un pays comme la France n'a pas de ressources d'énergie fossile et, même si on peut espérer réduire, voire supprimer à terme les énergies fossiles, pour les 2, 3, 10 années qui viennent, on va quand même en avoir besoin. La question, c'est comment est-ce qu'on peut assurer cet approvisionnement autrement qu'en pillant les ressources de pays du Sud, en allant développer des projets d'extraction de gaz de schiste au Maghreb, par exemple, comme le font les multinationales françaises aujourd'hui. Et donc, on a des savoir-faire, on a des besoins, les pays avec qui on peut travailler ont également des besoins, et à partir du moment où on imagine une entreprise publique qui serait animée de bonnes intentions, on peut imaginer tout un tas de collaborations dans le domaine de la recherche, dans du développement de projets, de la formation, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de compliqué. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'imaginer des relations internationales qui soient basées sur autre chose que la concurrence. Donc, je pense, l'idée que j'avance dans ce livre est, à mon avis, qui est une idée vraiment centrale dans la réflexion qu'on devrait avoir en tant que militant de gauche, c'est de revendiquer la sortie de la concurrence. C'est-à-dire de refuser cette concurrence internationale et de chercher les moyens de la refuser. C'est-à-dire, vous avez un discours qu'on peut entendre parfois qui donne l'impression qu'il faut se protéger de la concurrence et qu'à partir du moment où on se protège de la concurrence, on va redresser l'emploi, ça va améliorer la situation du pays. Mais notamment quand on parle de mettre en place du protectionnisme, moi je ne suis pas sur cette vision-là, même si je suis absolument persuadé qu'il faut du protectionnisme, mais je pense que l'objectif ne doit pas être
de se protéger de la concurrence, il doit être d'en sortir. C'est-à-dire s'en protéger, mais aussi ne pas l'imposer aux autres au travers de nos relations économiques. Et à partir du moment où on récupère de la souveraineté économique et à partir du moment où on se place dans une logique de coopération, on peut développer des projets de coopération commerciale. L'autre volet qui est tout aussi important, c'est la coopération non commerciale. C'est-à-dire que le commerce est absolument pas la seule façon de coopérer entre États, entre populations. Il y a un tas de domaines dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans les arts. On peut trouver un tas de sujets sur lesquels coopérer et à partir du moment où on souhaite la sortie du productivisme, il ne s'agit pas de réduire la question de la coopération aux échanges de services ou de marchandises. Et par rapport à ta vision de la coopération, alors j'aurais deux questions. Ta vision de la coopération, souvent, elle est très articulée, beaucoup par rapport aux pays du Sud, parce que dans la manière dont tu vois les échanges internationaux, les pays du Sud, on va dire, sont un peu dans une relation de domination par les pays du Nord. Et donc, l'injustice à réparer, dans ce que tu décris, elle est plutôt du côté des pays du Sud. Donc, la coopération est vachement articulée autour des pays du Sud. Mais alors moi, ma première question, ce serait pour d'abord que la France se mette à faire de la coopération et ne pas nuire aux intérêts des pays du Sud, il faut que démocratiquement, les Français soient, on va dire, intéressés pour justement basculer dans cette nouvelle problématique. Et donc, ma première question, ce serait, si par exemple un électorat de gauche peut être séduit par la dimension généreuse d'un projet, eh bien l'électeur moyen peu politisé va plutôt essayer de regarder sous l'angle de qu'est-ce que j'ai à y gagner de basculer si mon pays bascule dans une relation de coopération avec l'ensemble des pays du Sud. Donc la première question, ce serait quels seraient d'après toi les avantages de la coopération pour les Français ? Et après, mon autre question, ce serait un petit peu à part, c'était est-ce que tu penses que malgré le fait que la concurrence internationale, il faut en sortir, tu vois toujours de la concurrence exister quand même d'une certaine façon ? Parce que si trop de concurrence est nuisible, un peu de concurrence reste profitable. Rien que pour des aspects d'innovation, d'émulation, ce genre de choses. Oui, je peux commencer par répondre à ça. Évidemment, la concurrence n'est pas quelque chose d'absolument abominable. Sinon, il faudrait abolir toutes les compétitions sportives. Et puis, bien sûr, c'est porteur aussi d'émulation. Mais je pense que c'est absolument pas le seul moyen. Quand on a reconstruit des États entiers qui ont été dévastés par les guerres, il y avait autre chose que la concurrence comme motivation. Quand les énergéticiens, à l'époque EDF et GDF, ont remis en service des installations qui avaient été détruites, ont été électrifiées, les campagnes ont été faire un travail absolument incroyable. C'était pas dans une logique de concurrence, c'était dans une logique de service au peuple. Et c'était quelque chose de tout à fait altruiste. Et l'altruisme produit aussi de l'émulation. Donc, oui, il ne s'agit pas de supprimer, de traquer la concurrence partout et de dire que c'est fortement négatif, mais que cette concurrence se limite à ce qui est nécessaire pour garantir
de garantir la justice sociale, la préservation de l'environnement, et que ensuite, effectivement, on puisse avoir une certaine forme d'émulation. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un moyen, ce soit le moyen de garantir cette émulation, effectivement, qu'on nous vend comme étant le produit de la concurrence. Maintenant, sur les relations nord-sud, j'ai essayé de traiter différents aspects, pas seulement la coopération, comme on la pense souvent, entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais la penser d'une manière plus générale. Pourquoi est-ce que les relations Nord-Sud sont aussi importantes quand on parle de relations internationales? Parce que on est dans une situation d'exploitation des pays du Sud absolument évidente. Donc, à une époque, elle se faisait principalement par le biais de la colonisation, avec une occupation territoriale plus ou moins militarisée. Aujourd'hui, elle se fait par des outils économiques, mais la situation n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher les ressources naturelles dans ces pays, on paye toujours les ressources naturelles à un prix absolument dérisoire, et on maintient ces pays dans une situation absolument insupportable. Et l'héritage de l'histoire, le passé colonial de la France fait que tant qu'on ne peut pas reprocher aux générations actuelles le fait que la France ait été une puissance colonisatrice il y a un siècle, 2 siècles. Mais par contre, on peut reprocher que cette situation perdure sous d'autres formes. Et donc, je pense qu'il y a un devoir de mettre fin à cette situation. C'est des considérations morales, mais qu'il y a aussi des considérations pragmatiques. L'ordre international est de plus en plus instable, et on voit ce que ces injustices cette situation totalement déséquilibrée produit, notamment avec le terrorisme qui se développe aujourd'hui, qui, j'en suis persuadé, ne se serait pas développé de cette façon si on avait moins d'inégalités, et encore moins si on avait supprimé ces inégalités entre pays du Nord et pays du Sud. C'est évidemment un terreau tout à fait inespéré pour les mouvements intégristes. Donc, il y a, à mon avis, un devoir moral et un principe assez basique. On n'aura pas de situation internationale stable si jamais on ne répond pas à ces problèmes. Mais la coopération ne se limite pas à la coopération Nord-Sud, et il faut aussi penser des relations internationales avec les États du Nord à partir du moment où on aurait rompu avec la mondialisation néolibérale. Donc ça veut dire penser des relations avec les rares États qui pourraient partager notre vision des choses. Et bon, je dis rares, je ne sais même pas si on peut véritablement en compter en Europe. Alors, c'est sûr qu'en Amérique du Sud, on a quelques États avec qui on pourrait partager des visions politiques assez proches. Bon, on avait la Grèce, mais le parcours de Syriza pose quand même pas mal de questions. Bon, le Portugal aujourd'hui semble plutôt sur une ligne plus progressiste que la moyenne, mais tout ça n'est pas formidable. Malgré tout, il y a des élections dans les années qui viennent qui seront importantes. Je pense qu'au Royaume-Uni, avec le redressement de la gauche et sur des valeurs, une gauche un parti travailliste qui revient quand même à des fondamentaux vraiment de gauche et qui a l'air de rompre avec la social-démocratie, eh bien peut-être que d'ici les prochaines élections au Royaume-Uni, il y aurait des possibilités de coopération avec un pays comme le Royaume-Uni.
Et puis de toute façon, eh bien, il va bien falloir trouver d'autres relations internationales avec des États avec qui on est en désaccord politique. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que on s'orienterait sur un autre projet que voilà, on mettrait des blindés à la frontière de l'Allemagne, ou c'est pas parce qu'on démondialiserait en France que eh bien on n'aurait plus aucune relation avec les États-Unis. Et donc il faut penser ces relations, à mon avis, comme des relations voilà, de désaccords politiques, de désaccords sur des orientations économiques, mais essayer que ces désaccords soient les moins difficiles à gérer d'un point de vue diplomatique. Donc, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est finalement de respecter les choix démocratiques, de respecter la souveraineté des États, à partir du moment où cette souveraineté n'empiète pas sur la nôtre. C'est-à-dire que l'Allemagne choisisse aujourd'hui une voie libérale, voilà, c'est le résultat d'un choix démocratique, mais par contre que cette voie libérale ait des impacts sur les choix socio-économiques qui seraient faits par le peuple français, ça c'est pas tolérable. Et donc il faut réussir à trouver voilà, une voie qui permette de concilier les souverainetés nationales. Ce qui n'est pas une mince affaire, hein, je reconnais. Mais voilà, on a possibilité de coopérer sur des questions non commerciales, même si on a des désaccords sur les questions commerciales. Moi, personnellement, étant donné que j'ai vachement l'angle anti-productiviste, je serais moins enthousiaste que toi sur le fait que si un jour un gouvernement avec ce genre d'intention arrivait au pouvoir, il aurait ne serait-ce qu'un seul allié, puisque même on va dire les mouvements de gauche radicale, que ce soit d'Amérique du Sud, de Grèce, du Portugal ou d'Angleterre, n'ont pas à l'heure actuelle d'orientation antiproductiviste, et que de toute façon, à partir du moment où il y en aura un, il sera forcément tout seul, puisque ce sera le premier, si jamais il arrive au pouvoir, ce gouvernement antiproductiviste. Alors le schéma de coopération que j'ai vu dans une perspective de démondialisation et de décroissance, alors je ne l'ai pas vu avec des États, je ne l'ai pas vu avec des collectivités, mais alors ça va peut-être te paraître provoquant, je l'ai vu avec des grandes entreprises internationales. Alors pour m'expliquer, si par exemple on prend un secteur comme le textile, donc actuellement la grande majorité des activités textiles sont délocalisées, ne sont plus présentes en France, et la concurrence fait rage au moins 10 ans en termes de conditions de travail et de respect de l'environnement. Et donc si demain, dans une perspective où on a envie de relocaliser ces activités, si jamais on relocalisait bêtement, c'est-à-dire on veut absolument bénéficier de la même offre de produits très variés venant d'un énorme nombre d'entreprises faisant concurrence, la conséquence, ce serait que les Français paieraient beaucoup plus cher leurs vêtements à cause du coût du travail. Donc ce qu'on gagnerait en emploi, d'un côté, on le perdrait d'une certaine façon en budget pour les Français, en pouvoir d'achat. Mais dans un schéma de coopération, ce qu'on pourrait faire, c'est que d'un côté, on pourrait restreindre l'offre. Tout bêtement, je donne un exemple idiot, mais qui pourrait être proposé, c'est-à-dire de décider de remettre l'uniforme à l'école, à la place de laisser librement les étudiants et les élèves s'habiller avec des vêtements Nike qui auraient un uniforme à l'école, et que de l'autre, ce marché soit donné à un petit nombre d'entreprises à des conditions extrêmement drastiques, c'est-à-dire relocalisation sur le territoire de la production, approvisionnement équitable en matière de matières premières. Et donc à ce moment-là, je me disais qu'on pourrait se retrouver dans un schéma hyper gagnant-gagnant sur plein d'aspects. Sur l'aspect de l'emploi, on crée l'emploi localement. Sur l'aspect au niveau des consommateurs qui vont payer moins cher leurs vêtements. Les parents qui vont payer moins cher les vêtements de leurs enfants. Au niveau des entreprises sélectionnées qui vont quand même dégager des profits
pas trop de profit car on aura des tarifs réglementés. Et enfin, au niveau des pays producteurs de matières premières qui vont pouvoir développer des filières équitables et qui vont pouvoir avoir tout un tas d'externalités positives pour toutes les filières en question. Le seul compromis qu'on a à faire dans ce schéma-là, c'est que il faut s'asseoir sur le fait d'avoir un look hyper diversifié quand on est un petit Français, quand on va à l'école. Mais je me dis que c'est pas forcément trop grave si on arrive d'un côté à réaliser ce triptyque de démondialisation, décroissance et coopération. Donc je me disais, tiens, quel serait ton avis par rapport à un tel schéma et quelles sont les limites que toi tu pourrais voir ou au contraire les points positifs que tu pourrais voir dans un tel schéma de coopération? Oui, j'avoue que j'avais pas pensé à l'uniforme à l'école, mais c'est un exemple très bateau, quoi. Oui, mais non, c'est vrai que la question sur l'industrie textile, par exemple, se pose particulièrement puisque on a totalement délocalisé cette industrie, que les conditions de production sont tout à fait déplorable dans un certain nombre de pays, hein, et on se souvient du Rana Plaza et de cette catastrophe au Bangladesh dans les usines qui produisent le textile qu'on importe ici. Bon, après, sur une filière comme ça, je pense qu'il faut essayer d'avoir une réflexion assez globale, avec en même temps le besoin de relocaliser de la production. Alors voilà, quelque chose qui ne sera pas du jour au lendemain, hein. Il faut arrêter de rêver à un protectionnisme qui, en claquant des doigts, permettrait de relocaliser des entreprises. Voilà, il va falloir réouvrir des usines, reformer des gens, tout ça prendra du temps. Et bon, il faut aussi éviter de penser à un protectionnisme qui soit idiot et qui cible uniquement des origines. Si on a des filières avec des conditions de production qui sont bonnes à la fois au niveau social et au niveau environnemental, voilà, ça peut être un moindre mal, et peut-être qu'il vaut mieux privilégier ces approvisionnements, même si la production est faite à l'étranger, que de relocaliser à tout prix dans n'importe quelle condition. Mais je pense que on peut pas réfléchir, on peut pas avoir une approche filière par filière, et c'est pour ça, à mon avis, que on doit avoir une grande réflexion politique sur cette question du commerce international, parce que on peut pas simplement dire on va relocaliser et faire revenir en France des secteurs d'activité qui sont délocalisés dans des pays émergents. Il faut qu'on puisse penser une vraie coopération. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on génère par la relocalisation une baisse d'activité dans ces pays, la logique voudrait qu'on essaye d'accompagner un changement du modèle économique de ces pays qui aujourd'hui exportent massivement parce que l'ordre commercial vise à les faire exporter, et que à la place on ait un marché intérieur qui puisse être satisfait. Alors je parle évidemment des produits de nécessité. Je ne parle pas, bien sûr, de la fabrication de 4x4 ou de yachts, mais de textiles, d'alimentation. Et il y a une notion qui me paraît extrêmement importante quand on traite ces questions-là, et qui a traversé quand même un certain nombre de décennies, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que
Alors bon, cette réflexion vient du mouvement d'émancipation de pays du Sud. Donc ça a été repris par les pays non alignés, donc ces pays qu'à l'époque on disait en développement ou sous-développés, qui ont commencé à faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ces pays revendiquaient une autonomie. Alors une autonomie politique et une autonomie économique. Et avec un principe finalement qui est tout à fait légitime, qui est d'être en mesure de répondre à ses propres besoins, à la fois au niveau de la production alimentaire, au niveau de la production de biens et de services. Et voilà, il ne s'agit pas de fermer les frontières, mais de se dire que chaque pays doit, dans la mesure du possible, pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et donc, je pense que la question de la relocalisation, elle se pose dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement comment est-ce qu'on peut relocaliser la production en France, mais c'est aussi comment nos partenaires, enfin j'aime pas ce mot partenaire, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent là, nos partenaires dans les échanges commerciaux vont eux aussi pouvoir relocaliser leur production. Et si on exporte des productions alimentaires en faisant du dumping dans ces pays pour écouler la surproduction agricole européenne, eh bien peut-être que la véritable coopération, ce serait de voir comment faire de la relocalisation dans le domaine de l'industrie textile en France, et comment développer une agriculture, alors j'ose même pas dire durable tellement le terme a été galvaudé, mais une agriculture écologique dans ces pays qui soit capable de leur permettre de répondre aux besoins élémentaires de la population. Voilà, donc bon, j'ai pas vraiment répondu, mais en tout cas, si quelque part quand même, parce que je pense que cette vision de la relocalisation, de l'autonomie, doit vraiment être portée politiquement. C'est-à-dire qu'on pourra trouver des entreprises qui vont avoir une certaine éthique, qui vont travailler correctement, qui feront pas ce que font les grandes multinationales. On va avoir des chefs d'entreprise qui vont comprendre que ça peut être plus intéressant et plus juste de relocaliser certains secteurs d'activité. Mais tant que le système économique fonctionnera sur le principe du libre-échange, et tant qu'il n'y aura pas un projet politique porté par, dans l'idéal, plusieurs États, mais au début, un État qui aurait une capacité à véritablement faire exemple, et je pense que la France c'est pas pour faire du chauvinisme, hein. La Grèce a élu un gouvernement qu'on pensait de gauche radicale, mais de toute façon, même si Syriza avait voulu mettre en place un programme de rupture avec la mondialisation, je crains que un pays comme la Grèce n'ait pas la capacité nécessaire pour que ce programme puisse se développer. Je pense que la France l'a. On a quand même un réseau de multinationales absolument colossal. On a une diplomatie extrêmement forte. Et si on voulait se donner les moyens, eh bien, on pourrait impulser ce changement. Alors, évidemment, pas dès le départ au niveau mondial, mais en changeant nos relations avec un certain nombre de pays. Donc, ce portage politique et donc, en voyant les choses en grand, me paraît quand même une condition nécessaire pour qu'on sorte de quelques expérimentations dans quelques secteurs qui peut-être peuvent marcher un temps, mais de toute façon, ce ne sera pas suffisant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Par rapport à la démondialisation et la relocalisation, moi, l'impact, on va dire l'angle aussi que j'ai vachement, c'est la façon dont est structuré notre système de production de manière hyper spécialisée. Ça a un impact écologique absolument gigantesque.
Et un auteur que j'aime bien, c'est par exemple Philippe Biouy qui mentionne souvent le fait que, ce qu'on appelle la folle valse des crevettes, c'est-à-dire le fait que par exemple on a maintenant des crevettes qui peuvent être pêchées au Danemark, décortiquées au Maroc, voire en Asie du Sud-Est pour finalement être réexpédiées en Europe, et que ça c'est une absurdité écologique, et donc à partir de là la relocalisation se pose et on va dire, et à partir de la relocalisation, il faut trouver des idées, il faut trouver des moyens pour la matérialiser, pour la faire se matérialiser le plus rapidement possible. Si un jour, un gouvernement a des envies de rupture, il faudra qu'il prenne des décisions concrètes pour cela et qu'il ait des résultats concrets, disons, à l'intérieur d'un mandat électif. Il ne faudra pas qu'il attende 4 mandats électifs pour finalement que les usines sortent de terre, quoi. Il faudra proposer des choses pour qu'on puisse relocaliser des productions à l'échelle d'un mandat et qu'il y ait des effets concrets qui puissent se voir. Et par contre, en ce qui concerne cette articulation de démondialisation et de décroissance, il y a un aspect qui est assez compliqué à réaliser et je trouve à vendre politiquement. C'est l'aspect de la gestion des ressources et des externalités globales comme le réchauffement climatique. Concrètement, en général, quand moi personnellement j'évoque ces idées avec mes amis, ils vont me répondre que si on commence nous à décroître, les autres nations vont immédiatement être prêtes à consommer le surcroît de ressources disponibles que nous on va laisser, dont le prix par ailleurs baissera, puisque s'il y a moins de demande, le prix va s'équilibrer avant que la demande repasse à la hausse. Également, si on sort des organisations internationales, il sera difficile de coordonner une gestion globale des problèmes globaux, comme le réchauffement climatique. Donc ma question, ce serait pour toi, alors que réponds-tu aux gens qui font ces critiques-là et quelle stratégie vois-tu possible pour concilier la double nécessité de, d'un côté, il faut bien prendre des initiatives et de l'autre, les problématiques étant globales, il faut arriver à jouer sur l'autre tableau, quoi, d'entraîner les gens dans sa direction, quoi. Donc, comment peut-on faire ça? C'est une remarque qui est tout à fait fondée. Après, moi j'aurais tendance à répondre que les autres grandes puissances peuvent bien continuer à faire ce qu'elles veulent. On verra bien. Mais si on en reste à cet argument-là, eh bien, continuons dans le productivisme et dans le libre-échange, parce que c'est clair qu'à court terme, il n'y a rien qui indique que les États-Unis ou l'Allemagne soient prêts à changer de stratégie économique et soient prêts à sortir du productivisme. Et encore, j'ai l'impression que la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis amène quasiment davantage d'espoir que la situation allemande où l'ordolibéralisme est totalement acquis. Et on voit pas une gauche digne de ce nom émerger. Donc oui, il faudra tester des choses. Et notamment en matière de décroissance. Je crois que le sujet sur lequel on a le moins finalement de réflexion globale, c'est celui de la décroissance. C'est-à-dire que, une fois qu'on a dit que on consommait trop de ressources et que il fallait réduire la consommation matérielle, on n'a absolument aucune idée de comment prendre pour le mettre en œuvre à l'échelle la plus large qui soit, c'est-à-dire à une échelle qui dépasse le comportement individuel ou des communautés qui seraient assez convaincues. Autant en matière de coopération internationale, on a des théories, on a des écrits, on a des réflexions, on a des expériences. En termes de décroissance, moi j'en connais pas. Et c'est sans doute ce qui est le plus compliqué à imaginer, à théoriser. Et je pense que ce sera
voilà, un mélange de prise de conscience, de changement de comportement, de contraintes, et que voilà, c'est vraiment pas un sujet facile. J'ai donné quelques pistes sur la façon dont je voyais les choses. Bon, évidemment, on peut dire que il faut supprimer un certain nombre de productions totalement inutiles, notamment les biens de luxe, les choses qui sont réservées à la classe dominante et qui sont des signes extérieurs de richesse et de productivisme. Bon, après c'est relativement symbolique et il faudra une réduction massive de la consommation qui dépasse la seule consommation des riches et des hyper riches. Je pense que malgré tout, quand on met en parallèle cette réduction de la consommation de biens matériels et les acquis sociaux qu'on peut imaginer par ces politiques de démondialisation, de coopération et ce bien-être qu'on peut imaginer récupérer grâce à une société voilà, qui serait un peu délivrée de la compétition à outrance, de la souffrance au travail. Bon, j'ai quand même bon espoir que cette idée de réduire la consommation matérielle puisse faire le poids face à la société de consommation qu'on connaît. D'autant qu'aujourd'hui, on a les moyens de réduire cette consommation matérielle sans trop réduire l'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a, par exemple, un lave-linge chez soi, à part si on a des fétichistes du lave-linge et qui considèrent que c'est un objet tellement important qu'il faut avoir le dernier modèle en permanence. Bon, voilà, un lave-linge, du moment qu'il lave le linge, même s'il dure 20 ans au lieu de 10 ans, je ne pense pas qu'il y ait un besoin de consommer du lave-linge en permanence. Donc, on peut très bien augmenter la durée de vie des produits en ayant un même service, ce qui va permettre de réduire la consommation matérielle derrière. Voilà. Alors, ça suffira pas non plus. Il faudra aussi réduire l'utilisation de la voiture, les déplacements individuels. Donc bon, c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, dans cette logique de concurrence, je vois pas comment quelqu'un de sensé peut imaginer la décroissance. Dans cette situation où on perd chaque jour des acquis sociaux, on perd chaque jour du bien-être, on a de plus en plus de souffrance au travail et dans la vie quotidienne, forcément la consommation est un refuge, ça a été très largement décrit, et surtout dans ce système complètement verrouillé, c'est impossible d'imaginer la décroissance. À partir du moment où on casse le cadre intellectuel de la concurrence à tout prix, à partir du moment où on imagine d'autres relations internationales, où on imagine mettre au pas les multinationales, je pense qu'on peut commencer à penser la décroissance. En tout cas, quand je dis qu'on peut avoir une idée de la décroissance qui dépasse les sphères aujourd'hui qu'on connaît, c'est-à-dire des militants extrêmement convaincus et sensibilisés. La grande idée, c'est d'ailleurs c'est justement celle que je vais essayer d'explorer dans ce podcast, c'est comment rendre justement moi alors toi j'ai vu que tu n'utilisais pas ce terme de décroissance parce que je crois que tu le considérais comme antisocial
pouvant se rapprocher avec l'austérité, c'est-à-dire on compresse les pauvres pendant que les riches puissent continuer leur gabegie consumériste. Et donc l'objet du podcast, c'est comment essayer de rendre cette décroissance pas simplement acceptable. C'est pas suffisant comme objectif de rendre ça acceptable. Il faut rendre ça désirable. Il faut que les gens aient envie. Parce que si les gens n'ont pas envie, ils vont pas se mobiliser, ils vont pas voter pour ces projets-là. Et à la fin, on pourra pas mettre en place un projet qui soit à la fois bon pour les êtres humains et bon pour l'environnement. Donc il faut arriver à résoudre cette équation qui paraît complètement dingue, mais je suis persuadé qu'elle est résoluble. Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'explique dans un petit passage du livre, c'est que pendant longtemps, j'ai pas utilisé ce terme de décroissance, simplement parce que ça me paraissait être un terme assez repoussoir pour les classes populaires. Mais voilà, c'est vraiment un élément de langage, c'est vraiment des aspects, c'est pas un aspect philosophique, hein, c'est vraiment, voilà, quels sont les mots qu'on utilise pour défendre nos idées. Et c'est vrai que les décroissants ont voulu provoquer, ils l'assument avec ce terme. Moi ça m'a gêné pendant un moment. Aujourd'hui, je pense qu'il faut afficher les choses et que on parle de démondialisation et on donne du sens. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de donner du sens au terme de démondialisation, qui est un mot qui fait peur. Le mot décroissance fait peur aussi, mais on peut lui donner du sens et faire en sorte que ce sens prenne le dessus. Et de toute façon, voilà, tous les changements font peur. Le fait de rompre avec l'Union européenne ou de rompre avec les grandes organisations internationales, avec le libre-échange, ça peut légitimement faire très peur. C'est la même chose avec la décroissance, mais si on n'affiche pas clairement les idées qu'on défend et le chemin qu'on veut prendre, finalement, je pense que on se coupe de la possibilité d'avoir une vision globale et donc d'avoir une vision convaincante. Et c'est vraiment ce que je défends, ce que j'essaie de défendre au travers de ce livre, c'est que parler de la décroissance seule, ça ne marche pas, et c'est normal. Parler de démondialisation seule, ça ne marche pas et c'est normal. Enfin, quand je dis ça marche pas, ça peut marcher auprès de certains publics, mais voilà, si on veut s'adresser aux gens qui souffrent de ce système, de cet ordre économique, si on veut créer un grand mouvement, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut fonctionner, à mon avis, qu'à partir du moment où on pose la rupture de la démondialisation et en même temps la reconstruction de nouvelles relations internationales et en même temps ce besoin de réduire la consommation matérielle qui doit être présenté comme une évidence. Et je pense aussi que la gravité des crises environnementales, à un moment donné, nous donne la possibilité, à partir du moment où on a un projet global et convaincant, de quelque part retourner cette opinion publique entre guillemets qui semble acquise à l'hyperconsommation, mais qui finalement est peut-être moins productiviste ou consumériste qu'on voudrait bien le croire. Et si on regarde comment ces idées pourraient émerger sur la scène politique française, toi, en tant que militant proche de la gauche radicale, comment juges-tu le programme de la France Insoumise ? Et alors, la France Insoumise a pas mal évolué sur pas mal de questions, notamment sur la sortie de l'Union européenne. Donc ma question, ce serait double, c'est-à-dire comment juges-tu le programme aujourd'hui et comment expliques-tu cette grande évolution qu'il a un peu fait depuis le programme du Front de gauche en 2012 qui était encore plus ambigu
qu'il ne l'est en 2017? Oui, je pense qu'on a une prise de conscience qui se fait quasi naturellement. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, d'une manière générale, la situation de l'Union européenne, la violence des politiques qui sont menées, à part être totalement aveugle, on ne peut plus défendre des grands principes totalement coupés des réalités, comme le fait de réformer les choses de l'intérieur en discutant tranquillement. Donc on a eu, on peut dire une radicalisation du programme de la France insoumise par rapport à celui du Front de gauche, mais qui est encore assez ambigu. C'est-à-dire que on a bien vu pendant la campagne de 2017, on avait un discours de Jean-Luc Mélenchon qui était quand même assez offensif en disant s'il faut choisir entre l'Union européenne et le fait de mener nos politiques, notre souveraineté finalement, il faut choisir notre souveraineté. Et puis en cours de campagne, quand il s'est retrouvé plus haut dans les sondages et que ils ont considéré qu'il y avait un enjeu à récupérer l'électorat du Parti socialiste, le discours c'est quand même pas mal édulcoré. Et après, je pense que si on a des difficultés, si la gauche a des difficultés à assumer cette rupture, c'est précisément parce que on est dans le flou sur l'après. Si on avait les idées plus claires sur ce qu'on était en mesure de faire, de proposer après être sorti de l'Union européenne, le problème se poserait tout à fait différemment, parce que cet après ferait beaucoup moins peur. Et je pense que la gauche est un peu en panne sur cette réflexion en matière de refonte des relations internationales et en panne sur les réponses à apporter à la crise écologique, et que ces hésitations finalement sur les questions de rupture, alors c'est la sortie de l'Union européenne, mais c'est aussi la question des nationalisations qui est également quasi absente du programme de la France insoumise aujourd'hui. En tout cas, tel que moi je le conçois, on parle de reprendre, de remettre sous contrôle public un certain nombre de services publics, mais sans utiliser le terme nationalisation. Bref, on est dans une hésitation où on n'ose pas annoncer la couleur en matière de rupture, parce que finalement, on n'annonce pas non plus la couleur pour l'après. Et j'ai quand même le sentiment que c'est aujourd'hui le facteur le plus bloquant, c'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé la suite. Et c'est un vrai travail et qui prendra du temps, mais je pense qu'on peut pas convaincre les gens qu'il faut nous suivre sur une rupture aussi radicale que la sortie de l'Union européenne, la sortie du libre-échange, l'affrontement avec les multinationales, si on ne donne pas des perspectives plus globales, d'où la coopération et la décroissance. Donc j'ai bon espoir malgré tout. Tout ça demande du temps, c'est des réflexions qui sont complexes, c'est un chantier qui est en cours. Et mon avant-dernière question, c'est étant donné que maintenant la France insoumise est un peu dans une position, on va dire, elle est forte de certains succès. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle va être encore plus timorée à, on va dire, s'avancer de manière audacieuse sur de nouveaux sujets, en particulier l'antiproductivisme? Et de ce fait, ne penses-tu pas que la seule option
ce serait l'émergence d'un nouveau mouvement, à la même manière que En Marche en 2016, mais le En Marche inversé, et avec cette idée que la rupture étant quand même beaucoup plus présente dans d'autres mouvements qui ne sont pas positionnés dans la gauche radicale, mais on va dire ailleurs sur l'échiquier. Ils se disent beaucoup ni de gauche ni de droite, ceux qui veulent rompre avec l'Union européenne en particulier. Est-ce que tu ne penses pas que ce nouveau mouvement s'appuie aussi un petit peu là-dessus, quoi, Moi, je crois qu'il y a un mouvement au sein de la gauche radicale, au sein de cette mouvance qui soit se revendique clairement de la gauche, soit se définit pas forcément de cette façon-là, mais qui appartient à la gauche. On a un courant de pensée nouveau, neuf, qui est en train d'émerger. On a des personnes, des jeunes notamment, et j'en rencontre pas mal, qui sont sur ces positions, en assumant et un positionnement socialiste au sens originel, hein, pas au sens de ce qu'on a fait le Parti socialiste, qui assume la décroissance, qui considère que il faut refonder les relations internationales. Et donc, la gauche est en train de changer sur ces questions-là. Voilà. Après, j'espère que ça ira suffisamment vite pour que ça se traduise par des changements au niveau des partis politiques qui sont toujours plus longs à changer de position que des mouvements ou des petits collectifs qui ont l'intérêt d'être déconnectés des questions de stratégie électorale. On verra. Ok. Donc là, l'entretien touche à sa fin. La dernière question que j'aurais pour toi, c'est si pour les auditeurs du podcast Atterrissage, s'ils ont envie d'approfondir toutes les thèses que tu développes, alors moi je les renverrai volontiers vers ton livre La démondialisation ou le chaos. Mais est-ce que tu aurais ton site ou des réseaux sociaux à partager ? Oui, j'ai un petit blog que je mets plus à jour très souvent, mais où il y a pas mal de documents qui restent d'actualité. Donc en tapant Aurélien Bernier dans un moteur de recherche, on tombe dessus. Et puis j'ai un compte Facebook, même si je suis pas extrêmement assidu, donc voilà, on me trouve sur Internet. Et puis je pense que il faut aussi dire les choses que malheureusement les militants lisent de moins en moins. Alors c'est vrai de l'ensemble de la population, mais c'est assez inquiétant au niveau de la sphère militante. Alors peut-être qu'ils lisent des polars ou des livres de cuisine, hein, mais en tout cas les essais se lisent de moins en moins. Le problème, c'est que le jour où il y a plus de lecteurs, il y aura plus d'auteurs, parce que forcément, il faut que les gens qui diffusent des livres, même les éditions Utopia, qui sont des militants et où il y a beaucoup de bénévolat, il faut malgré tout que les livres soient lus. Et voilà, il y a, à mon avis, des gens qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'ils en oublient d'acheter et de lire des livres. Voilà, donc je suis trouvable sur Internet, mais aussi en librairie. Voilà, lisez tous la démondialisation ou le chaos. Au-delà de la boutade, c'est pas pour que les gens qui vont écouter ce podcast achètent absolument mon livre, mais il y a un tas de livres intéressants qui sortent, qui participent au débat politique, et c'est vrai que c'est assez dommage de voir les gens s'empailler sur Facebook à longueur de journée et y consacrer des heures et des heures, et de voir les difficultés qu'on peut avoir à avoir des livres qui soient viables économiquement. Voilà. Et le jour où il se vendra plus que les livres
Marc Lévy. De l'anglais ou de Bernard Guetta, je sais pas s'il écrit des bouquins, mais bref, le jour où il y aura plus que des penseurs libéraux qui vendront des livres, on sera mort et il faudra pas s'en étonner. On va leur recommander ton livre chaudement. Merci Aurélien pour cet entretien. Merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Aurélien Bernier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide beaucoup. Pour ne pas manquer le prochain épisode, je vous invite également à vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. À bientôt!